Ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine, du jeudi 25 décembre, car nous sommes donc joyeux Noël, chers amis, chers auditeurs. Et oui, pas de repos pour les braves, puisque le rendez-vous du jeudi midi est toujours maintenu. Donc aujourd'hui 25 décembre, la semaine prochaine au 1er janvier, nous serons là aussi, enfin nous, car certains prennent les congés très au sérieux, quand d'autres sont plus affinés au travail. Bref, aujourd'hui, donc comme toujours, vos rubriques Actu en vrac, de la culture et des jeux, et puis à la fin, s'il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Donc dans l'actu en vrac cette semaine, dans ce que j'ai sélectionné, hop, je vais vous montrer ça. Il y a déjà la petite annonce. Je vous ai mis l'annonce officielle, le communiqué de presse d'Asmodée, donc qui finit de racheter la totalité d'Exploding Kitten. Donc voilà, avec une option d'achat sur les 45% du capital qu'elle ne possédait pas encore. Donc voilà, donc on le savait, Asmodée avait déjà acquis une partie de la licence en décembre 2021, et puis maintenant, ça y est, ça va leur appartenir entièrement. Alors je pense que ce move, au-delà du fait qu'il est intéressant, je pense qu'on avait vu, je ne sais plus si on l'avait fait en live ou en tout cas on en avait discuté dans le rapport que transmet, puisque Asmodée est maintenant une entreprise cotée en bourse, et dans le rapport qu'ils ont remis, donc ils doivent publier leurs comptes régulièrement, justement une des choses qui était apparue, c'était la perte liée au fait que la licence Exploding Kitten a pris de la valeur cette année par rapport à ce qu'elle valait avant. C'est certainement lié au fait que la licence, il y a eu la série avec Netflix, il y a eu la sortie de Exploding Kitten Board Games, etc., etc. Donc, la valeur n'étant plus la même, j'ai l'impression que pour en profiter pleinement et peut-être pour éviter cette histoire de si la licence prend encore plus de valeur, ça deviendra encore plus cher à racheter, à l'acquérir entièrement dans quelques temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu ce move-là cette année parce que ça. Tant qu'on est sur Asmodée, c'est le site Toybook qui nous donne l'info. Asmodée, le leader français du jeu de société, vient de signer un accord d'exclusivité distribué en Amérique du Nord une version bilingue de la Loteria. C'est un jeu mexicain de type bingo vieux de plusieurs siècles, offrant ainsi les faveurs des circuits de distribution mainstream. Ce qui pourrait sembler qu'une simple anecdote commerciale de plus est le reflet de mutations profondes dans l'industrie du jeu de société. Je parle évidemment de la façon dont on valorise les cultures au travers du ludique et de la question de qui contrôle la narration autour de ces pratiques. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre ce qu'est réellement la loteria. Ce n'est pas juste un bingo avec des cartes. Ce n'est pas juste un jeu, c'est avant tout un objet culturel. La loteria, née dans l'Italie du XVe siècle, c'est déjà un jeu de tirage mêlant numéros, noms et images. Elle voyage ensuite jusqu'en Espagne pour finir par franchir l'Atlantique vers 1769 jusqu'à la Nouvelle-Espagne, le Mexique colonial. À ses débuts, c'est un divertissement pour les élites sociales, un jeu de salon pour les classes dominantes en somme. Mais progressivement, elle se libère des tables aristocratiques pour se répandre dans les ferias, les foires itinérantes et les marchés populaires. Le moment de bascule arrive en 1887. On le doit à un industriel français, Clément Téjac. Il décide de publier une version illustrée de la loteria et de la distribuer aux soldats mexicains avec leurs rations. C'est un geste commercial, un geste qui va tout changer. En quelques décennies, la loteria devient mexicaine. Plus précisément, elle devient l'image du Mexique. 54 cartes, 16 images par planche. El Gallo, la Sirena, El Borracho, la Dama, El Nopal, pour l'accent, des icônes qui ont fini par incarner une mémoire collective en images, une représentation de la mexicanité qui fonctionne comme un catalogue condensé de la société et du paysage mexicain. Et ce qui fait le succès d'un jeu,
Ce n'est pas seulement ces illustrations ou l'objet jeu en tant que tel, mais la pratique ludique qu'on y associe. Le rituel ludique. Un oubli que l'on retrouve chez les observateurs qui ne comprennent pas le succès populaire de jeux comme Skyjo par exemple. C'est le rituel ludique. Et pour la loteria, le rituel, c'est la réunion familiale. Les grands-parents, les parents, les enfants, assis autour de la table. On utilise des haricots, des pièces, des cailloux pour marquer les cartes. Et il y a le cantador, sorte de crieur qui ne se contente pas d'annoncer que les images, il les enrobe de vers, de devinettes, de jeux de mots, parfois grivois, transformant chaque partie en une sorte de performance orale. C'est ça qui rend la loteria assez unique. Elle n'exige que de reconnaître des images. Pas besoin de lire l'espagnol couramment. Pas besoin d'être alphabétisé. N'importe quel enfant peut y jouer. C'est un jeu inclusif par construction. Et pendant des générations, c'est par ce jeu que les familles se transmettent leurs références culturelles, leurs valeurs et leurs sentiments d'appartenance. Mais revenons à aujourd'hui, 2025. Asmodée annonce donc un partenariat d'exclusivité avec Dreamstar Farms pour lancer des éditions bilingues de la loteria en Amérique du Nord. Nouvelle version avec retouchées numériquement, illustrations restaurées et des énigmes entièrement nouvelles en anglais et en espagnol. Un lancement d'abord dans les boutiques spécialisées, puis une expansion vers la grande distribution au printemps 2026. Déjà disponible sur Amazon et sur le shop d'Asmodée. Pour Asmodée, il s'agit de représentation culturelle, de concilier fidélité à l'iconographie classique tout en s'ouvrant à de nouveaux publics. La directrice générale États-Unis, Julian Cha, déclare: la loteria est un pont entre générations, un point de repère culturel qui a créé des souvenirs pour les familles pendant des décennies. Même si c'est séduisant, cela reste quand même du marketing. D'abord, la loteria n'est pas inconnue aux États-Unis. Les communautés mexicaines et mexicano-américaines y jouent depuis longtemps. Il existe déjà des éditions pirates, des versions informelles, des réinterprétations féministes, queer, milléniales, t-shirts, des mugs, des affiches et même des shows TV. La loteria a déjà envahi la pop culture nord-américaine. Mais elle n'avait pas de légitimité institutionnelle aux yeux de l'industrie mainstream du jeu. Et c'est ça qui change. Asmo ne crée pas la loteria, il la valide, il la certifie, il la rend respectable selon les critères d'une industrie qu'il n'avait pas remarqué jusque-là. Ensuite, il y a le bilinguisme. Ce n'est pas un détail insignifiant. Pendant des décennies, la loteria s'est jouée en espagnol. Ajouter de l'anglais, ce n'est pas neutre. Ça dit, ce jeu n'est plus seulement pour les hispanophones, il est pour tout le monde. C'est une ouverture. Oui, on l'a vu avant, le jeu est inclusif par construction. Et justement, cette ouverture est aussi une dilution. Combien de non-hispanophones joueront à cette version en privilégiant vraiment les énigmes en espagnol? Pour beaucoup, l'anglais deviendra le par défaut. Et si on pose un regard un peu terre-à-terre sur le sujet, Asmodée gère la distribution, l'image de marque et le positionnement de marque. Dreamstar Farms en a les droits. Mais les artisans, les créateurs mexicains qui ont réinterprété la loteria ces dernières années, souvent de manière critique, politique, féministe, eux, ils ne contrôlent rien de ce processus. Leur travail crée la valeur culturelle qui pousse Asmodée à investir. Mais c'est Asmodée qui encaisse la caillasse. Et puis on peut se poser la question des nouvelles énigmes. Don Clemente a composé des devinettes qui cristallisent des références spécifiquement mexicaines, une certaine forme d'humour, de critique sociale, d'abusivité. Les nouvelles énigmes bilingues seront-elles à la hauteur? Seront-elles créées par des auteurs mexicains ou mexicano-américains? Ou par des copywriters d'Asmodée à Paris, qui ont lu un Wikipédia sur la loteria? Comme moi, ceci dit, ce qui se joue ici, c'est plus large que la loteria. C'est la question de comment l'industrie occidentale du jeu de société incorpore des traditions ludiques non occidentales. Est-ce une forme de respect, de partage, de démocratisation? Probablement en partie. Est-ce aussi une forme de capture, d'homogénéisation, de ce qu'on appelle le centring des logiques commerciales de certaines multinationales comme Asmodée par exemple? Oui, aussi. La réponse, comme souvent, n'est évidemment pas binaire. C'est une négociation plus ou moins équilibrée entre préservation culturelle et expansion commerciale. Parce que la vraie richesse de la loteria,
Ce n'est pas une édition, c'est la capacité de ce jeu à se réinventer tout en restant fidèle à lui-même. Et ça, aucune maison d'édition ne peut vous le vendre. Vous seul pouvez le réaliser. Donc, autre news, autre vie. Partenariat entre le groupe ou l'entreprise Luni, donc qui produit de l'audio, des livres audio ou des histoires audio pour les enfants, pour les plus jeunes, et Libellude. C'est le deuxième partenariat, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait déjà eu un partenariat avec Libellude, hein, toujours pareil. Là, c'est Mysterium, la croisière hantée. Donc l'Uni, c'est l'entreprise de l'imaginaire et de la créativité. Donc c'est la première entreprise française sur le marché des conteuses audio. 500 livres audio interactifs pour enchanter le quotidien des petites et des grandes, pour les plonger au cœur des aventures. Donc ça c'est bien. Alors, moi j'aime bien, je trouve qu'ils font un bon travail. L'Uni. Donc tout simplement, je dis ça parce que je sais qu'il y a eu pour Noël, ça fait partie des choses qui ont très très bien marché en termes de cadeaux, de belles propositions. Le but étant aussi bien pour eux, pour cette entreprise, que Asmodée, il y a toujours ce côté de essayer de enlever les enfants des écrans. Je dirais plus qu'il y a une proposition aux parents pour leur donner des solutions ou des idées pour qu'eux-mêmes enlèvent les enfants des écrans. Les enfants ne s'y mettent pas tout seuls, c'est qu'il y a un adulte derrière qui soit n'a pas enlevé l'écran, soit a proposé l'écran. Donc je dirais que ça vise plus les adultes que les enfants finalement. Donc là c'est avec Flamme, c'est la liseuse Flamme, une sorte de MP3 tout simplement pour les enfants et qui permet vraiment d'écouter la petite histoire. Je trouve que c'est intéressant parce que de un, ça permet de montrer que le jeu de plateau, ce que on dit tout le temps, est un produit culturel, en tout cas est une œuvre, et de développer, alors là c'est du transmédia, on change, on sort du plateau, mais pour raconter une histoire dans l'univers, pour développer l'univers, le lore, l'histoire de ce qu'il y a déjà dans Mysterium. Ça, je trouve ça intéressant, sachant que je crois que dans cette aventure-là, elle est quand même pour les 9 ans et plus, avec une petite préconisation de certains passages qui peuvent être, pour les enfants un peu plus sensibles, qui peuvent être un peu plus complexes. Donc à écouter, pareil, il y a la possibilité pour les adultes d'aller directement écouter ces fameux passages pour vérifier avant que, en fonction de tous les enfants, pas une question d'âge aussi, c'est une question de chaque enfant va être différent sur sa propre sensibilité par rapport à ce qu'il va entendre comme histoire, comme moment de tension, etc. Donc ça, moi je trouve ça très bien. Alors certes, on est toujours dans du marketing, on est toujours dans du licensing, mais offrir un environnement encore plus quand c'est Mysterium ou ce genre de jeu, c'est-à-dire que Mysterium, c'est un jeu justement d'imagination, certes de communication, mais par l'image, quoi. Et là, par le son, donc l'inverse en fait, quasiment, on va nous communiquer des images, on va imaginer des choses. Donc j'aime bien cette idée-là. J'aime bien en tout cas que ce soit ce choix-là qui a été fait. Alors après, je ne sais pas à quel point il développe le lore, puisqu'à l'origine de Mysterium, avant d'être une croisière hantée, on était des médiums qui venons justement visiter une demeure et qui allons être aidés d'un esprit mutique, mutin et mutique. Je ne pouvais pas parler. Tant qu'on y est, qu'on parle d'œuvres, Mysterium, c'était, alors j'ai noté les noms, c'est Alexander Nevsky et Oleg Sidorenko. Voilà, j'essaye le fameux jeu coopératif dans lequel un esprit muet tente de communiquer avec des médiums. Et donc on utilisait des cartes illustrées pour résoudre une affaire de meurtre dans laquelle on essayait de découvrir l'objet du litige, le lieu, si je ne dis pas de bêtises, et la personne qui l'avait fait. Alors moi je me rappelle, j'avais acheté la version originale, donc qui est, je sais plus si c'est pas polonaise ou quelque chose comme ça. Moi j'ai adoré. Quand la version Mysterium est rééditée par Libellude est arrivée, même si elle est très belle, effectivement, je la trouvais moins bien réussie que l'original, parce que je trouvais que la fin de partie, la chose qui avait été rajoutée, qui n'était pas dans le jeu original, je trouvais ça de trop. Je trouvais que ça gâchait en fait tout le moment ludique du jeu, dans ce moment où on revenait à une sorte, entre guillemets, de compétition pure et dure, quoi. Alors que ce qui était
le plus marrant, en fait, c'est tout ce qui se passe avant. Je trouve que ce qui à la fin était... Et j'aimais bien aussi le côté graphique Europe de l'Est. Bref. Donc, comme je disais, il y a une vraie corrélation entre le choix de ce jeu, de développer une narration, de l'imagination pour des enfants. Donc, l'histoire dure 2h30, je crois, à écouter. On a, pareil, l'utilisation de comédiens de doublage, et ça, c'est toujours, je pense, important de le rappeler en ce moment. Donc c'est ce que je trouve bien en fait, même si, comme je le disais, on est sur quelque chose de marketing, etc. Je trouve qu'il y a quand même un vrai choix des deux côtés, des deux entreprises, pour avoir un travail, pas juste pour faire du fric. On sent qu'il y a une vraie démarche derrière, il y a une vraie ligne éditoriale d'ailleurs de la plateforme, dans les choix, dans les licences qui sont proposées, mais aussi dans les histoires qui sont racontées. Je crois qu'ils avaient fait Loup-garou, etc. Pour moi aussi, ça fait écho avec ce qu'on disait il n'y a pas longtemps, où je vous rappelle, on avait fait l'interview de Benoît Forget, donc celui qui a la tête de Asmodee Kids maintenant. On a parlé très souvent là d'Asmodee Kids, de leur nouvelle ligne éditoriale, etc. Et je trouve qu'une fois de plus, ça s'inscrit encore. Asmodee, on sent qu'il y a l'envie d'investir un peu plus sérieusement le monde des enfants, alors qu'on voit qu'il est de plus en plus en recul dans le secteur du jouet, etc., est moins pris en compte. On sait aussi, il y a le baby crash, etc., donc il y a de plus en plus d'éléments qui amènent à ça, mais je trouve ça assez intéressant d'aller vers ça, en fait, de déplacer, de changer de médium, mais sans jeu de mots, sans mauvais jeu de mots avec Mysterium, mais de changer de médium pour aller vers un public plus enfant, sachant que là, pour le coup, la transformation en termes ah ok, j'ai écouté l'histoire, j'ai envie de jouer au jeu, elle n'est pas immédiate, quoi. Même s'il y a Mysterium Kids, je ne pense pas que forcément ça va aller de l'un à l'autre. Donc ça reste quand même une bonne collaboration, moi je trouve. Amener à imaginer que le jeu de plateau peut raconter, nous c'est ce qu'on dit souvent, le jeu de plateau il raconte déjà des histoires, quel que soit le jeu, ça raconte quelque chose, etc. Mais là, ça montre aussi à quel point on n'est pas seulement sorti de la niche du jeu de plateau, on le sait depuis longtemps, mais on est vraiment sorti, même je dirais, de l'enfermement loisir. On dépasse un peu ça. Parce que là, pour le coup, même si on peut considérer que la lecture est un loisir, j'adore lire, etc., ça reste aussi, une fois de plus, de la culture. Devenir, ou essayer de devenir, en tout cas d'entrer dans le secteur de la littérature jeunesse. Alors certes, on est sur quelque chose d'hybride, c'est-à-dire on est sur une liseuse, on reste sur du numérique, on reste quand même, il y a un écran. On veut sortir des écrans, mais on reste quand même proche de l'objet qui représente un écran et qui représente moins l'objet livre. Mais moi, je trouve que c'est une porte d'entrée intéressante. Faut voir, une fois de plus, faut voir ce que ça va proposer après. Et surtout, moi, ça m'a rappelé quelque chose, c'est que quand j'étais petit, c'était pas quelque chose de nouveau, une fois de plus. On répète souvent, on croit que c'est une nouveauté. Non, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Quand j'étais petit, j'avais ça, moi. Je ne sais pas si d'autres ont connu ça, mais moi, je me rappelle avoir eu des vinyles, donc pas quel âge j'avais, je devais avoir moins de 6 ans, peut-être 6 ans. J'avais le Capitaine Flamme, ça je m'en rappelle, donc j'ai retrouvé ça sur le net. Donc voilà, j'avais ça, les vinyles, les 4 CD qui racontaient donc les aventures du Capitaine Flamme, donc racontaient. En même temps, on avait la BD qui accompagnait le livre, et je me souviens qu'il y avait un bruit pour une petite sonnerie, une petite sonnette pour tourner les pages, quand il fallait tourner les pages. Évidemment, moi je savais pas lire, donc ça permettait de suivre avec les images. Mais donc oui, la lecture d'œuvres pour immerger, sachant que le Capitaine Flamme c'était un animé. Enfin, pour nous en France, on n'avait pas
crois que c'est Captain Future, si j'ai pas de bêtises, au Japon. On n'avait pas les mangas, on n'avait pas tout ça. Donc voilà. Donc moi, ça m'a ramené à ça. Je me suis dit, finalement, la technologie change, mais et la proposition reste la même. Voilà. Je voulais parler d'une petite chose. Donc oui, je parlais de culture et donc de Monopoly. C'est plutôt, imaginez qu'on découvre que dans quelques années, les archéologues découvrent en faisant des fouilles à Toulouse, par exemple, que un plateau de Monopoly est gravé dans la roche. C'était pas juste dessiné sur un mur ou sur le sol, mais vraiment prévu dans la maison, au même titre que les autres pièces et les murs de la maison, ou le lavabo qui aurait pu être en pierre, etc. Et bien là, on aurait un plateau de Monopoly. Et c'est ce qu'ont découvert, alors pas le Monopoly, mais les archéologues, une découverte archéologique étonnante chez les Mayas, étonnante à plus d'un titre, et surtout inédite. Ça, c'est ce qu'on va parler. Donc ça se passe Péten, enfin dans la région de Péten, alors j'espère que je le prononce bien, hein, je ne sais pas, ou la jungle du Péten, je crois qu'on dit comme ça. Donc c'est au nord du Guatemala, et des archéologues en fait ont trouvé un plateau de jeu. Hop, je vous montre à l'écran, vieux de 1500 ans. Ils ont pu le dater parce que tout simplement, il est directement intégré dans le sol. Je relis mes notes pour pas dire de bêtises. Il est directement intégré dans le sol, quoi. C'est ce qui a permis en fait, donc si je dis pas, hein, c'est de la terre glaise, et en fait les Mayas, ou les architectes mayas qui ont fait la demeure, puisqu'il est intégré à une demeure, en fait, à un lotissement des élites. À l'endroit où ça a été trouvé, c'est déterminé que ce sont les élites de l'époque, qui veut dire quand même un certain standing pour pouvoir se permettre ça. Et donc le jeu a été prévu au moment de la construction de comment on dit, la fabrication des demeures, de la demeure, des gens qui vivaient là. Donc ça veut dire que c'était important d'avoir un jeu de société. Culturellement, il l'intégrait à ce point-là. Et c'est ce qui explique qu'il est retrouvé entièrement, donc il est dans la terre glaise, hein, je crois, avec comment on appelle ça, des éclats de poterie, de vieille poterie. Donc ça n'a pas été, c'est pas des éclats fabriqués pour faire le jeu, c'est de la récupération. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même un soin, qu'il y a eu du temps passé à faire cet objet-là. Donc ça veut dire que c'était aussi un objet important pour les gens qui habitaient là. Ce que je trouve intéressant, c'est de montrer à quel point, on sait hein, que les Mayas pratiquaient le jeu de société énormément, mais on découvre là en fait que c'est bien plus sérieux que ce qu'on pensait, que ce que les archéologues pensaient, parce que moi je le pensais pas du tout, mais ce que les archéologues pensaient, quoi. Donc je trouve ça fabuleux de découvrir encore des choses et puis d'en apprendre plus sur l'histoire autant de l'humanité que, nous on l'a toujours dit, hein, le jeu de société est arrivé. Je pense que le jeu, mettons, avant de dire jeu de société, mais mettons le jeu est arrivé, je pense, dès le début de l'humanité, quasiment. Je pense que dès Sapiens, on était, le jeu était là. Certainement avant, on le découvrira un jour. Donc voilà, c'est une publication donc, du CNRS par Julien Hiquet et Rémi Méreuse. Cocorico quand même, hein, c'est tout. Donc le jeu qu'ils ont trouvé, c'est le jeu qui s'appelle le Patoli. Le Patoli, c'est donc un jeu qui se présente. Je vais essayer de vous montrer des images. Donc là, je vais quand même vous montrer la zone. Hein. Cool. Donc voilà, ça c'est zone au Guatemala. Donc jungle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant, je crois que la cité de Nashpun, pas de bêtises,
à mes souhaits, Naashtun, la cité maya de Naashtun, au nord du Guatemala. Pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, c'est une cité qui a été découverte, je crois, en 1922, si je ne dis pas de bêtises, et qui est dans la jungle et qui est quasiment... il n'y a pas d'eau aux alentours, donc c'est très très difficile d'accès. Et du coup, pendant des décennies, tout le monde rêvait de pouvoir l'explorer, etc. Et personne n'avait pu. Et en fait, c'est début des années 2000, fin du XXe siècle, et ensuite, les archéologues se remettent à réfléchir à cette cité. Et c'est début des années 2000, avec notamment la cartographie par laser, qui a permis en fait d'analyser le sol et de retrouver exactement les endroits, de cartographier énormément de bâtiments, de tout ça. Et ça a été une avancée spectaculaire. Et depuis, voilà, c'est que du bonheur pour les archéologues et puis pour nous, hein, découvrir encore de nouvelles choses. Là, voilà, on a des structures trouvées là-bas de la cité. Ça se trouve entre deux cités, donc je disais, Naashtun, et entre Tikal et une autre cité dont j'ai oublié le nom. Donc Tikal, nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le monde du jeu, donc je vais vous montrer ici. Hop là. Donc on est vraiment là-dessus, hein, de l'exploration. Alors là, il n'y a pas d'histoire de majorité et de points d'action dans la vraie vie, mais il y a quand même l'exploration. Donc Tikal qui a été réédité, donc il date de fin des années 90, 98, 99, si je ne dis pas de bêtises, de messieurs Kisling et Kramer, évidemment, réédité par Super Meeple. Voilà, un jeu qui est très certainement un des jeux les plus connus du monde du jeu, un des plus pas populaires, mais des plus représentatifs, puisqu'il date de la période, il arrive après Catan, etc. Et c'est un marqueur fort aussi. Si vous n'y avez jamais joué, je vous le conseille, ne serait-ce que pour la culture ludique. Après, le genre de jeu peut-être ne vous plaira pas, mais ça reste un classique. Un classique du jeu de société. Mais revenons au Patoli. Donc le Patoli, qui est donc là voilà, on a une représentation de ce qu'est ce jeu, qui est un jeu de stratégie et de hasard qui se joue, voilà, où le plateau est une forme de croix qui représente en fait, il faut savoir que, si j'ai bien compris, hein, tout ce que je dis évidemment, c'est parce que j'ai essayé de l'emmagasiner, de le lire, donc il y a peut-être des choses que j'ai mal comprises. Mais en gros, le Patoli, c'est... donc les Mayas étaient très portés sur la cosmographie, si je dis pas... On dit bien ça comme ça. Cosmologie, cosmographie. Et donc en fait, on a 4 axes, puisque ce sont les points... on a voilà, l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Donc le patoli, ça veut dire haricot, et c'est donc le haricot qui était utilisé comme dé notamment, mais ils utilisaient aussi, je sais qu'il y a des témoignages, enfin des écrits qui racontent qu'ils utilisaient aussi parfois d'autres objets ou d'autres aliments ou d'autres choses. C'était donc il n'y a pas que les Mayas qui jouent au patoli, hein, les Aztèques, les Toltecs, les Teotihuacanos, je crois qu'on dit. Enfin, tout ce coin-là jouait à pratiquer le patoli. C'est une sorte, en fait, on pourrait le résumer à une sorte de jeu des petits chevaux. Hein. On pourrait prendre ça, tu pars à un endroit, et puis tu essayes d'avancer, de faire le tour, etc. Je vous schématise parce que j'ai pas appris les règles du jeu et c'est ce que j'ai compris. Donc c'est un jeu qui était basé autant sur la stratégie que le hasard, mais aussi qui était très populaire. Donc on l'a vu aussi bien chez les élites, les bourgeois, les dirigeants, etc., les chefs, que chez les fermiers, les ouvriers, etc. Ici on a, comment il s'appelle, Zapotec. Donc je vous ai mis une petite sculpture ici. Donc Zapotec qui était le dieu de la bonne santé du maïs. Ils avaient besoin quand même d'avoir des bonnes récoltes.
mais c'était aussi le jeu, enfin le dieu du hasard et des jeux, quoi. Et faut savoir que certains récits racontent que les fermiers, quand ils faisaient leur récolte, etc., des fois, ils mettaient en jeu. En fait, c'est un jeu de hasard ou de stratégie de hasard, mais à la fin, le gagnant récupère la mise. On mise quelque chose. Et très souvent, les gens pouvaient miser jusqu'à la totalité de leur récolte. Donc tu pouvais repartir avec rien, toute ta récolte de ton année, mais tu pouvais miser jusqu'à ta maison, tu pouvais miser jusqu'à ta famille, voire même tu pouvais miser jusqu'à toi, c'est-à-dire devenir l'esclave de quelqu'un. Tu mettais ta vie en jeu. Donc c'était quelque chose d'assez sérieux. Malgré tout, c'était pas que vu comme un loisir, mais ça pouvait être autant vu comme quelque chose de spirituel, de rituel. Donc il y avait aussi ce côté euh, négociation, donc sociale. Ça permettait par exemple de nouer des relations commerciales, euh, etc. Donc c'était pratiqué pour ça. C'était au centre de beaucoup de choses. Même si tout ça, ce sont par rapport à des récits, par rapport à des éléments qui ont été trouvés, je trouve moi que ça reste incroyable de se dire que déjà à l'époque, il y avait du jeu de plateau, il y avait des pions, des éléments, il y avait comment dire, une scénographie réfléchie. Là, pour le coup, qui est par rapport à leur culture, par rapport à leurs croyances, etc. Mais on est quand même toujours dans cette scénographie, dans cette manière de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire, quel en est l'objectif. Heureusement, bon, par contre, que nous, on met plus tous ces enjeux derrière, même si parfois il devait y avoir des enjeux beaucoup plus légers que devenir l'esclave de quelqu'un. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est une image, c'est une représentation par drone pour montrer où ils ont trouvé la zone avec. Ça, c'est donc les fameux bouts de poterie pour représenter les cases. C'est vraiment incroyable, quoi. Ah voilà, pardon, je disais 52 cases, c'est le nombre symbolique qui renvoie au cycle de 52 ans du calendrier mésoaméricain. Voilà. Et donc avant, en fait, pourquoi cette découverte est extraordinaire? C'est qu'avant, en fait, les seules découvertes qu'il y avait, c'était soit c'était sur des tissus, c'était pendant un moment même, c'était considéré comme du graffiti, c'était dessiné sur des murs, etc., sur des choses retrouvées. Et là, voilà, c'est la première fois où on retrouve un élément qui peut non seulement dater du fait qu'il est trouvé dans la glaise, etc., et dans les éléments autour qui montrent donc la glaise qui est la même. Je ne sais pas expliquer exactement techniquement comment ils peuvent déterminer que c'est au même moment, mais comme eux peuvent le déterminer, ça permet de dater exactement le jeu de plateau et de démontrer qu'il était pensé avant même de construire la maison. Moi, je trouve ça excellent parce que ça veut dire à quel point il était important dans la culture, peut-être que c'était juste un passionné de jeu, hein. C'était peut-être un geek de l'époque, on va savoir. Donc là, moi, je vous ai parlé du patolis chez les Mayas, puisque c'était par rapport à la découverte, etc. J'ai cru comprendre que le patolis, comme beaucoup de jeux, possède, comme chez nous, hein, d'ailleurs, sur plein de jeux de cartes, plein de jeux traditionnels, évidemment qu'il y a des variantes en fonction des lieux où il est pratiqué. Et notamment à cette époque-là, il y a déjà des variantes qui existaient ou des manières d'interpréter ou de jouer le jeu différentes en fonction si c'était les Aztèques, les Mayas, etc. J'espère un jour pouvoir. Voilà, c'est le genre de sujet que j'aimerais en faire une plus grosse vidéo, plus le travailler, euh, plutôt que le passer comme ça en live. Mais bon,
Ça me semblait intéressant aussi. Tant qu'on est sur la culture, je vais vous parler de Pluribus. Pluribus, hein, la série qui vient de se terminer. Donc on est le 25 décembre, je rappelle. La série donc qui vient de se terminer, le dernier épisode est sorti le 24 décembre. Donc joyeux Noël à vous. Moi, ça a été mon petit cadeau du matin. Je me suis levé, dernier épisode de Pluribus. Que demander le plus? Donc c'est la série, c'est la nouvelle série donc de Vince Gilligan, donc le fameux créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul, de monuments de la télévision, parce que les deux séries sont des séries extraordinaires, des masterclass. Vince Gilligan qui avait travaillé notamment par le passé sur X-Files, donc qui faisait partie aussi des gens qui ont fait des épisodes extraordinaires, et il revient enfin après avoir fait deux séries. Bon, il revient à Albuquerque, je sais pas le dire, Albuquerque, au Nouveau-Mexique, mais surtout, il change de registre puisque il vient sur le registre de la science-fiction, c'est une nouveauté pour lui, ou un retour aux sources, si on pense à X-Files, avec une série incroyable, très clairement. On est sur une masterclass du jamais vu dans le thème qu'il propose. Donc c'est tout simple, hein, je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, mais ce que vous allez voir dès le début de la série, dès le premier épisode, donc c'est une série mystère, sans mystère en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va désamorcer tous les mystères qui d'habitude auraient pris du temps, auraient été ah on l'a vu 1000 fois. Non, il va dire ok, c'est pas ça qui est important dans la série. Il y a des mystères, et ils sont au bon endroit au bon moment. Mais voilà, donc c'est juste pour vous pitcher le truc, même si je pense que c'est mieux de rien savoir. Si vous voulez rien savoir, il faudra faire un petit drop dans quelques minutes. Mais sinon, dès les premières minutes de la saison, vous allez découvrir d'abord Carol Sturka qui est l'héroïne, et ensuite vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe, un signal venant de l'espace, et qu'est-ce que ça va engendrer. Et à partir de là, vous allez voir une série donc, de science-fiction qui bascule dans le post-apo, des scènes que vous n'avez jamais vues, une manière de raconter que vous n'avez jamais vue, et le talent de conteur, aussi bien de manière, comment dire, scénique, la scénographie est importante, les couleurs, comment s'appelle, photographie est géniale, les acteurs sont au top, la manière de raconter l'histoire est au top. Tout est quasi parfait. Les petits défauts que je pourrais dire, si on part sur le côté technique, c'est que clairement, ils n'ont pas le budget pour faire le tour du monde, etc. Donc, il y a par moments des plans sur fond vert, et bon, c'est pas très joli. Il y a des moments, ça se voit, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Voilà, ceci dit. Que raconte la série, le propos de la série, que veut développer Vince Gilligan, est juste brillant, est juste traité toujours de manière intelligente, jamais simple. C'est le genre de série aussi où on peut avoir notre propre interprétation, notre propre théorie sur le propos, ou en tout cas sur le fond du propos. Il y a plusieurs grilles de lecture. Moi, j'ai ma propre théorie qui explique tout ce que l'on voit à l'écran et qui est d'une logique terrible, mais on peut très bien avoir sa propre théorie. Qui dit monde un post-apo, Vince Gilligan nous raconte ce monde-là d'une manière inédite. C'est simple, vous ne verrez pas de tout ce que vous imaginez, ou enfin tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous avez emmagasiné comme image de post-apo, de science-fiction de ces 20 ou 30 dernières années, et même des mystères qui entourent ce genre-là,
c'est foutu pour vous parce que Vince Gilligan, il vous prend pas pour des cons, il vous raconte pas encore une fois la même chose. Non, il dit bah oui, vous savez très bien ce que c'est, donc on va pas perdre de temps là-dessus. Et il nous propose une autre grille de lecture. Il nous propose une grille de lecture sur, évidemment, une réflexion sur la nature humaine, sur notre propre nature à nous, qui est formidable. Rhea Seldon joue donc l'actrice principale qu'on avait déjà chez Better Call Saul, qui revient là, qui est magistrale. Enfin, on savait déjà que c'était une grande actrice, mais alors là, elle est d'une... Enfin, c'est incroyable, des fois, juste avec son regard, avec sa mâchoire, la manière dont elle bouge, toutes les émotions, tu comprends tout. La série passe aussi des moments assez légers, assez drôles, tout en n'oubliant pas les moments dramatiques, les moments de tension. Mais enfin, moi, j'ai trouvé... j'essaie de ne pas spoiler, c'est pour ça que j'essaie d'en dire le moins, mais il y a des moments de tension juste sur un coup de téléphone, une sonnerie de téléphone, et d'un coup, débarque, ouf, t'es embarqué dans un truc ultra tendu, ultra pareil, des simples discussions entre protagonistes qui peuvent être légères, drôles, et boum, d'un coup, la tension monte d'un cran, etc. Donc, c'est vraiment virtueux, une virtuosité là-dessus. Pareil pour la mise en scène. Chaque plan, bon après c'est Vince Gilligan, on sait que il est très pointilleux, qu'il n'y a rien au hasard. Chaque plan est travaillé. Il y a presque une idée par plan parfois. Et même, enfin moi je me suis pris plaisir parfois à revenir une fois que j'ai vu l'épisode. Il y a toujours la première vision, allez, je m'embarque. Et puis après revenir, faire des arrêts sur image et me dire non mais là le plan il dit tout, il raconte tout, que ce soit l'encadrement, la transparence, les couleurs aussi bien des personnages, de ce qu'ils portent, de l'ambiance, de la colorimétrie de l'endroit où ils sont, des pièces. Les symboliques, il y a beaucoup de symbolisme qui est utilisé dans la série. Les différents protagonistes aussi. Enfin bon, tout se répond, tout avance. On est sur du Vince Gilligan, donc on est sur quelqu'un qui ne raconte pas une histoire, mais qui raconte des personnages qui vivent une histoire. Et ça, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça fait du bien. Il y a beaucoup de séries qui oublient ça. Ils te racontent quelque chose, donc ils te racontent une histoire, mais ils oublient de faire évoluer leurs personnages, ou leurs personnages ne servent à rien. On ne raconte pas les personnages. Du coup, on sort du truc en se disant, il s'est rien passé, quoi. Alors que là, non, c'est l'inverse. On raconte ces personnages, on va loin dans ce qu'on apprend sur eux, dans ce qu'on découvre, etc. Et c'est ça qui nous raconte l'histoire, c'est leur parcours qui nous raconte l'histoire, c'est ce qu'ils vivent aussi bien de manière intérieure que de manière extérieure. Parce qu'évidemment, il se passe quand même des péripéties, etc. Mais c'est un tel talent d'avancer, de retournement de situation. Moi, j'adore ça quand on me prend au dépourvu. Tout ce qui est, comment dire, attendu, il le désamorce tout de suite. On perd pas de temps. Ce que je disais, c'est une série à mystère ou sans mystère, entre guillemets. Dans le sens où, très vite, dès le premier épisode, régulièrement, on va vous expliquer les choses. Voilà. Parce que c'est pas ça qui compte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mystère, qu'il n'y a pas des cliffhangers, qu'il n'y a pas des théories à faire derrière, quoi. Mais il cible très bien là où il faut mettre la force du récit. Là où d'autres séries, par exemple, auraient mis une saison pour vous débloquer voilà le secret, voilà ce qui va se passer, pour tout comprendre. Bah là, non. Dès les 5 ou 10 premières minutes, vous avez l'équivalent d'une saison 1 ailleurs, quoi. On vous dit tout de suite, voilà, cherchez pas, il n'y a pas de mystère, c'est ça. Voilà ce qui se passe. Par contre, les conséquences de ce qui se passe, ça
c'est inédit. Moi, j'avais jamais vu ça. Ce premier épisode, il m'a bluffé. C'était vraiment, mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'on arrive encore. On est dans l'esprit, pour moi, là, c'est Apple TV. C'est-à-dire, c'est toutes ces séries qui ont une originalité très forte, aussi bien dans le propos, dans la mise en scène. On est dans du très haut de gamme. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, ils avaient une autre série qui a été annulée d'ailleurs après la saison 1 sur Apple. D'ailleurs, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est... en plus, je l'ai regardé. C'est l'histoire de prisonniers qui se crachent, un avion qui transporte des prisonniers qui se crachent en Alaska, et du coup, ils traquent le shérif du coin, le ranger du coin traque les prisonniers, et puis il y a plein de secrets, etc. Et bon, j'ai regardé, c'était très divertissant, mais il n'y avait pas de surprise. On était sur du classique déjà vu, et qui nous délivrait ce qu'on était venu chercher, hein, c'est-à-dire des retournements de situation, des espions, des manipulations, le gouvernement, le machin, etc. Donc, rien de neuf, mais très agréable à regarder, mais ça n'a pas marché, parce qu'en fait, pour une logique, c'est que sur Apple, on veut, c'est ça. C'est Severance, c'est Pluribus, c'est The Good Morning, c'est tout ça, c'est ces séries qui nous racontent quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs, qui ont un travail d'écriture, de mise en scène exceptionnel. Et là, franchement, Pluribus, pour moi, j'adore Severance. Hein. Pour moi, Severance, c'est... Voilà, c'est incroyable. Pluribus arrive au même niveau. Je ne pourrais pas dire un mieux ou pas que l'autre, parce qu'en fait, on est du même acabit. Hein. C'est dommage, j'aimerais faire une partie spoiler, donc peut-être que je la ferai en... Je pense qu'on fera une émission peut-être un peu plus dédiée à ça, pour pouvoir aller plus loin, parce qu'en fait, c'est difficile de parler d'œuvres en général, surtout d'œuvres de séries comme ça, sans raconter des points précis, mais qui vont vraiment gâcher, parce que je pense que Pluribus, c'est une série où il faut y aller avec le moins de connaissances sur les éléments que contient la série, quoi. Parce que c'est très souvent surprenant, dans le bon sens du terme. Donc voilà, je voulais en parler parce que je l'ai vu, j'ai fini hier, et que j'aurais pu parler aussi de Avatar 3 que j'ai vu pareil lundi, donc en IMAX, 3D VOST à l'IMAX de excusez-moi, de la Belge, côté de Toulouse. Que dire d'Avatar 3? Ouais, James Cameron, Avatar 3D. J'ai pris une dérouillée monumentale, tout simplement. Techniquement, c'est incroyable. Voilà. Alors, je sais pas ce que valent ce que vaut le film techniquement quand on le regarde dans d'autres formats, mais moi, dans la qualité où je l'ai vu, donc je l'ai vu en HFR, donc je crois qu'il faut dire VFR, donc c'est Height Rate Frame, je crois que c'est ça. Donc le nombre d'images par seconde. Il faut savoir que le film comprend des passages en 48 images secondes, un peu comme le Hobbit, et des passages en 25 images secondes, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ou 24. Moi, je sais que j'ai pas de souci avec ça, donc mon cerveau a été très bien. C'était juste une fluidité sans nom. La 3D est incroyable, mais vraiment, techniquement, mais même au niveau des plans, de l'enchaînement des plans, de la mise en scène, il y a une maîtrise du jamais vu. Ça, pareil, on en revient, je disais pour Pluribus, où il y a des choses, des scènes que j'avais jamais vues. Dans Avatar, il y a plein de scènes que j'avais jamais vues. Tout simplement. Je n'avais jamais vu ça. Que ce soit des scènes d'action,
dans la manière de raconter la scène, hein, la mise en scène, le montage. Bah, c'est simple, en fait, il y a des fois, je pense que je n'ai même pas vu le montage. On est tellement embarqué, enfin moi j'étais tellement embarqué, je trouve l'histoire, donc je trouve l'histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature par rapport aux deux premiers. Le film n'arrête pas, c'est incroyable, hein, c'est en permanence, il fait 3 heures et quelques. Moi je crois que ça c'est fini, je m'en suis même pas rendu compte que le film, ah ok c'est fini, de la durée. Euh, tous les arcs narratifs, tout ce que raconte le film, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré le point de vue, en tout cas la démonstration que fait James Cameron. Après, on peut aimer ou pas, il défend, mais j'ai trouvé qu'il y avait plein d'éléments excellents, notamment sur le fait que ce sont les enfants là qui, à chaque fois, enfin, les arcs narratifs de chaque personnage, et notamment des enfants, sont très bien développés. Mais d'ailleurs, tous les personnages principaux, hein, tous les arcs narratifs sont très bien développés, même si on comprend que certains le sont pas totalement, parce que 8 et compagnie, dans ça, même si une fois de plus, comme pour le 1 d'ailleurs, on retrouve ce côté où il y a une finalité, euh, très certainement parce que il n'y a pas de succès, il n'y aura pas de suite. Il y a aussi le fait qu'on nous offre une vraie fin, en tout cas une fin acceptable. Mais oui, les arcs narratifs se répondent entre eux, sont à chacun à leur manière, comment dire, ils vont jusqu'au bout de la démonstration, et on aime ou on n'aime pas, une fois de plus, mais moi je me suis régalé avec chacun des personnages, même ceux que on pourrait trouver ou qu'on a trouvé manichéens par le passé ne le sont plus vraiment. Il y a plein de subtilités dans tout ce qui, parfois dans le 2, par exemple, on pouvait trouver ça un peu brut ou sans subtilité, trouve son répondant dans le 3. Moi, vraiment, j'ai quasiment rien à redire, si peut-être des petites déceptions, mais qui sont plus de l'ordre de ah, j'aurais voulu plus. Ah si, vous pouvez faire 1 heure de plus. Mais sinon, alors, en termes de juste de sensation, j'ai préféré le 2 pour le côté découverte d'un nouveau monde. Voilà, ça c'est vrai que il y avait ce côté-là dans le 2 où ah, c'est magique, c'est beau, et une partie du film, c'est ça d'ailleurs. Donc moi j'ai préféré ça en termes juste de découverte du monde. Mais en termes de film au global, moi j'adore la saga, et je trouve que le 3, il est ni pire ni meilleur, il fait partie de la saga. Pour moi, j'ai passé un excellent moment. Enfin, pour moi, c'est ça le cinéma. C'est voir ce qu'on n'a pas vu. Cameron, il a encore une maîtrise, mais de fou. J'ai trouvé les acteurs très bien menés. Ça, rien ne jure. Alors, c'est peut-être aussi parce que techniquement, ils ont amélioré la chose, mais il n'y a rien qui jure. Tout est juste. Tous les personnages, euh, tous les éléments, même narratifs. Les scènes d'action, jamais vues avant. Enfin, complètement folles. Le gars est fou. James Cameron est fou. Beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références. Bon, bah, ça, c'est le cinéma de Cameron, hein, qui aime faire des références aussi bien à lui qu'au cinéma au sens large. Mais j'ai trouvé que là, on sent aussi bien la représentation du cinéma, euh, des années cinéma, c'est-à-dire du cinéma western, etc., puisqu'on est dans une espèce de grand western quand même, avec ces grands plans larges en fait, et c'est ce que lui permet la technologie. C'est quelque chose qu'on voit très peu, très rarement, à part dans certains films. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit peu souvent, ce côté, ce qu'on avait à l'époque du western, c'est-à-dire ces grands paysages, ces grandes contrées sauvages où on voit des gens à divers niveaux. Maintenant, c'est très souvent très resserré quand même.
On a beaucoup de plans, de gros plans, de choses. On a très peu ça, quoi. Aussi parce qu'ils utilisent la technologie, une technologie qui leur permet de pas ça. Les fonds verts, les machins, les trucs comme ça permet pas d'avoir. Alors que là, avec le numérique et la maîtrise, enfin le niveau où ils en sont arrivés, il y a toujours dans la profondeur. Déjà, on voit tout. On voit tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le fameux flou loin pour mettre en avant le personnage principal. Non, on le voit très bien parce qu'il est très bien cadré, les mouvements sont fluides, etc. Mais on voit les autres personnages en arrière-plan. En fait, ça rend l'univers encore plus crédible que ce que les films arrivent à faire d'habitude. Parce que ça vit derrière. C'est-à-dire que, bah oui, pendant que nous on voit la scène ou une discussion entre deux personnages, bah, les autres vivent en fait. Donc on les voit derrière faire quelque chose, discuter, passer, etc. C'est normal en fait. Alors que dans les films, très souvent, quand il y a une scène de dialogue, pouf, l'arrière-plan disparaît en quelque sorte. Donc non, il arrive à faire ça. Les thématiques aussi abordées, aussi bien, bah, vous n'avez pas vu le 2, bon, là du coup peut-être partez, mais vous avez vu le 2, bah, voilà, forcément, attention spoiler, le film c'est la suite directe du 2, donc c'est le deuil. Et c'est le deuil de tout le monde, tous les personnages. À la fin du 2, un des fils meurt. Et donc là, c'est comment cette mort impacte tous les membres de la famille de Lee et comment chaque personnage va devoir faire son deuil, va apprendre à faire son deuil dans, dans un premier temps, à tous les sens du terme, hein. Aussi bien parce qu'ils ont perdu leur fils, mais aussi parce qu'ils ont perdu un frère, etc., perdu un membre de la famille. Mais aussi faire le deuil, je trouve, de leurs idéaux, de leur peut-être de leurs origines, etc. Enfin, c'est tout au global. Il y a plein de retournements de situation, c'est malin, plein de moments, des moments d'une intensité dramatique folle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça excellent, très surprenant, très comment dire, très engagé. Il arrivait à me prendre, à m'emmener dans le film, c'est-à-dire que passer les premières, allez, la première minute, je n'ai plus décroché du film. J'étais dedans, je me posais même pas la question de... Il m'a emporté et rien m'a fait décrocher. Toutes les actions, tout ça, alors certes, ça reste du cinéma et du Cameron, donc parfois il y a des obligations de facilité. On ne peut pas faire 18 heures de film. Mais dans la totalité de ce que j'ai vu, tout se répondait aussi bien à l'intérieur de ce film que ce qu'on avait vu dans les précédents épisodes. Donc, je trouvais ça génial. Il y a parfois des plans où on nous ramène à des endroits qu'on a déjà vus pour presque refaire une scène qu'on avait déjà vue, sauf qu'elle n'est pas refaite pareil, parce qu'elle vient compléter, elle vient raconter, elle nous raconte quelque chose, justement, elle vient nous offrir un nouveau point de vue sur Pandora, sur ce que veut raconter James Cameron. Il y a aussi une histoire où on retrouve un peu une forme d'histoire des États-Unis en quelque sorte, quoi, à l'échelle planétaire. On a aussi, on voit beaucoup plus le côté humain, enfin des humains. J'espère, je pense, je ne sais pas quelle sera la suite, mais j'espère peut-être qu'on verra la Terre ou ce qu'il en reste. J'aimerais bien voir ça, même si là on voit déjà un peu plus les humains, etc. C'est moins manichéen d'ailleurs, euh, même si il reste quand même des personnages qui sont caricaturaux, ou en tout cas qui sont plutôt des archétypes, donc qui restent enfermés dans ces archétypes. Non, vraiment, moi je trouve ça brillant. Voilà. Si on aime le cinéma et surtout si vous avez l'occasion, je pense que c'est juste aussi bon là pour le coup. Moi j'ai la chance d'être à Toulouse, mais si vous avez cette chance-là, le budget et que vous n'êtes pas loin,
même si vous n'êtes pas fan de cinéma, mais que vous avez apprécié Avatar 1 et Avatar 2, franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup parce que malheureusement, une œuvre comme ça, l'expérience vécue, elle est unique. C'est-à-dire que même si le film sera regardable d'une autre manière, ça n'atteindra jamais... l'expérience ne sera jamais de ce niveau-là. Pour des tas de raisons entre la qualité de son, la qualité de l'image, de la 3D, le fauteuil aussi. Donc voilà, le petit point culture. Est-ce que je parle un peu de jeu ou pas? Je voulais vous parler rapidement. J'ai fait... on peut faire parler. Allez. Hop. Je vais vous parler de Dragonnier. J'y ai rejoué là, j'ai fait quelques parties là. De son... Alors, hop, on va aller là directement. Je vais préparer la chose. Rose. Je vais vous parler de Dragonnier, donc j'ai fait plusieurs parties, puisque j'ai acheté le jeu au moment de sa sortie. Donc Amber Heart de son nom original, donc un jeu publié, édité par Mint Clash Games. Les auteurs, c'est Rob Fisher et Adam Porter, donc qui ne sont pas de l'écurie Mint Clash Games, et l'artiste, c'est Andrew Bosley. Et dans leur gamme, si je dis pas de bêtises, ils veulent... Alors je pense que c'est une conséquence, ce qu'on voit un peu partout, hein, c'est que les jeux de cette catégorie-là, en tout cas de la catégorie que faisait Mint Clash Games, sont un peu en perdition, c'est-à-dire plus difficile à trouver des acheteurs. Alors au niveau monde, on arrive, hein, mais quand on regarde les campagnes de financement participatif de certains grands auteurs et de jeux souvent très attendus, on n'est pas sur des chiffres non plus mirobolants quand ça vend 3000 ou 5000 boîtes, quoi. Monde. Donc, on sent que c'est une catégorie de jeux qui est en difficulté, des tas de raisons, etc. Donc, comme tous les éditeurs dans ce cas-là, Mint Clash Games souhaite développer une catégorie de jeux, on va dire, moins complexe, des guillemets, c'est-à-dire avec moins de règles, etc., etc. Et c'est le cas avec Amber Heart, donc avec Dragonnier, qui effectivement reste un jeu avec peu de règles, puisque c'est de la simple pose d'ouvrier, avec un système d'enchères visibles, dans lequel on va pouvoir récupérer des dragons, puisque le principe du jeu, c'est que des braconniers veulent s'emparer des dragons, veulent faire du mal aux dragons. Donc nous, on va pouvoir récupérer des héros, récupérer des dragons, récupérer des enclos ou des terrains, je crois, pour pouvoir y placer nos dragons. On va pouvoir associer les héros avec les dragons pour pouvoir faire des actions, etc. Et puis on va pouvoir soit libérer des dragons des braconniers, soit aller en récupérer, comment on appelle ça, faire des gardiens, les sauver quoi, dans la montagne. C'est un jeu qui pour moi prend beaucoup de plaisir, même si on s'en fout de ce que moi j'aime ou pas, mais c'est ça qui est ambivalent, c'est-à-dire que c'est un jeu qui possède des qualités et beaucoup de défauts. On sent, et je vais expliquer pourquoi après, c'est un jeu qui manque de développement. Malgré tout, de par son système, de par ce qu'on y fait, on prend beaucoup de plaisir. Il n'est pas lourd en termes de charge mentale dans tout ce qu'on doit réfléchir, que comme je l'ai dit, notre but, alors c'est un jeu à point de victoire, pour être trivial, comment on dit, je ne sais plus, trivial, voilà. Mais dans ce qu'on va faire, ça va être d'aller chercher des dragons et d'essayer d'associer ça avec soit des héros, des lieux,
d'aller chercher de la garnison, de répondre à la garnison pour avoir plus de défense, quoi. On a un petit plateau personnel qui représente en fait notre dragon, donc on va pouvoir faire évoluer notre dragon personnel, lui offrir sur soit lui donner plus de force, donc lui donner l'équivalent, puisqu'on va utiliser des troupes, hein, je vous ai dit, c'est de la pose d'ouvrier, j'aurais dû dire c'est de la pose de troupes, des troupes qui vont avoir plus ou moins de valeur, c'est ça qui représente les enchères en fait, et notre dragon peut aussi, puisque c'est une grosse troupe quand même, si on le fait évoluer, il peut à un moment représenter aussi l'équivalent de plusieurs de nos mercenaires. Il peut aussi évoluer dans le sens où nos actions vont entretenir ou pas une certaine colère envers les dragons, représentée par des flammes. Donc évidemment, il y a des choses que l'on va faire qui va faire augmenter les flammes, la colère du dragon, ou au contraire la faire baisser parce que en gros c'est plus ou moins positif envers les dragons, quoi. On essaye d'être en harmonie avec eux, on est censé être les gentils, pas les braconniers. Et enfin, la troisième chose, c'est justement, on peut faire évoluer notre dragon pour qu'il nous permette, quand on l'utilise, de faire baisser la fameuse colère des dragons. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Quand on le fait à tour de rôle, on va donc se positionner à divers emplacements qui représentent les actions. Donc c'est des lieux, en fait, qui représentent les actions que l'on va pouvoir faire. Et en fonction de là où on se met, ça va nous coûter plus ou moins de mercenaires. Il y a des mercenaires qui sont les recrues, qui sont, on va dire, les troupes de base, que l'on peut mettre un peu partout. Et puis il y a les recrues, les mercenaires spécialisés, qui sont les gardiens, je les oublie toujours, les autres noms. Bref. Et voilà, on a 3 types de mercenaires spécialisés. Pourquoi j'explique ça? C'est parce qu'en fait, à la fin de chaque manche, on va déjà subir un raid des braconniers. Et quand on dit raid, parfois c'est vraiment le cas. Ça nous met raid. Ou parfois c'est raid vraiment. Parce que ils vont venir nous attaquer en fonction de... Donc, en gros, ils vont récupérer des dragons. Donc en fonction du nombre de dragons, on va perdre des personnages, des mercenaires, des trucs, on va se défendre. Bref, c'est la merde. Parfois c'est pas la merde. Donc il y a ça, et ensuite il y a le côté où on va, comme dans tous les jeux, hein, vous savez, le côté maintenance, donc changer toutes les cartes du plateau. Donc là c'est renouveler en gros les dragons disponibles, les héros, etc., etc. Mais aussi, on va récupérer nos troupes, sauf que les recrues, donc les troupes de base, les troufions de base, eux sont perdus définitivement. Donc comme on est limité en troupes, il va falloir qu'on gère ça, parce que comme je vous l'ai dit, c'est des enchères, et donc si on n'a plus de troupes, on ne peut plus faire d'enchères, et là c'est gros caca. Hein, j'ai envie de vous dire que vous passez une manche avec une larme à l'œil de sang, comme ça. Donc voilà. Je vous ai un peu expliqué grosso merde. Qu'est-ce qui est pour moi très bien et très pas bien? Donc là on a une carte dragon par exemple. Je vais vous l'expliquer rapidement, ça va être le point de victoire, ce que ça représente à la fin de la partie. Ça, c'est avec quoi vous pouvez le lier. Donc chaque dragon peut être lié, comme je vous l'ai dit, à un lieu, pour qu'il se sente bien, le pauvre, ou à un héros, par exemple. Héros, petit patapon. Pour que le héros puisse... chaque héros, en fait, a des compétences qui vont... des capacités. Et aussi, il nous permet parfois de gagner des points de victoire en fin de partie. Donc le lien à un héros, c'est important pour activer ça. Et enfin, ça je vous l'ai dit, c'est la petite colère des dragons. Les héros, je vous montre un peu les éléments parce que je pense que c'est important pour essayer de mentaliser certaines choses. Je pense qu'après, de toute façon, le montage là-dessus. Maintenant, bon voilà, vous avez un héros, vous le liez avec votre dragon. À ce moment-là, vous avez sa petite capacité, son pouvoir. Je cherche le plateau. Ami.
y arrive. Donc le plateau, le placement d'ouvriers, vous voyez, numéroté qui est le nombre en fait de l'enchère, et donc qui correspond au nombre de troupes qu'il va vous falloir mettre, ou en tout cas l'équivalent en puissance de troupes qu'il faut mettre sur l'emplacement. Et ensuite, vous pouvez faire les actions en fonction de celui qui a mis le plus de troupes, etc. Donc il y a un côté où on peut venir faire chier les autres, hein, c'est-à-dire, comme dans toute enchère, on peut faire plusieurs fois l'enchère aussi, hein, si on veut récupérer plus de dragons, plus de troupes, etc. La fameuse montagne, où on va aller chercher des dragons. Et voilà. J'en viens là parce que, pour moi, qu'est-ce qui fait que ce jeu va récupérer, est-ce que je peux l'avoir en grand? Commençons par le commencement. Mine Clash Game, c'est une maison d'édition qui a prouvé par tous les jeux précédents développés en interne que non seulement leurs jeux sont de très grande qualité, aussi bien côté game design que côté direction artistique, il y avait que les jeux nous racontaient une histoire, qu'il y avait une cohérence entre la thématique, la direction artistique et la mécanique. Donc en général, voilà, pour moi j'ai rien à redire sur tout ce qu'ils ont proposé, que ce soit Tricarion, vous savez c'est mon jeu préféré de tous les temps, parce que je trouve justement que c'est c'est une œuvre, c'est un chef-d'œuvre dans tous les sens du terme. Anachronie pareil, à tous les autres jeux que je perds parce que je suis embrouillé dans la tête. Mais voilà, donc on a cette attente-là vis-à-vis de Mine Clash Game. Donc on s'attend que quand on joue à Dragonnier, ben en fait, qu'il y ait une cohérence aussi bien dans la direction artistique que dans la thématique, que dans la mécanique. Or, c'est pas le cas. Je rappelle que ça n'a pas été développé en interne, puisque c'est des auteurs qu'ils ont pris pour ce jeu et pour cette nouvelle gamme de jeux. Donc potentiellement, ils sont pas, sont peut-être pas capables de faire ça. Peut-être dans cette gamme de jeux, hein, je veux dire. Parce que pour moi, le jeu manque clairement de développement. Et pas que pour moi, hein, on en y discutait, ça m'a fait réfléchir. Comme j'ai fait plusieurs parties, j'ai pu justement me concentrer sur certains aspects. La première chose, c'est ce qu'on fait. Le fait de se dire, ok, j'ai un plateau personnel qui représente mon dragon, et je vais aller recruter soit des héros, je vais aller récupérer des dragons, je vais récupérer des lieux, et avec ceci, je vais pouvoir lier soit mettre le dragon dans un lieu, dans son pâturage, en gros, qui soit bien, soit avec un héros pour que le héros soit plus puissant, etc. Je vais récupérer des troupes, etc. Donc je sais ce que je fais, je le fais physiquement, c'est ce que je vais faire. À côté de mon plateau, je vais avoir mes cartes, etc. Donc physiquement, je vais pouvoir voir mes dragons liés, etc., etc. Ça demande de la place, donc forcément, tôt ou tard, il y aura un moment où ce sera moins lisible, ce sera un peu plus brouillon, mais surtout, on n'a pas l'impression que le jeu nous raconte quelque chose. Quand je vais chercher des dragons à la montagne, j'ai pas l'impression d'aller chercher des dragons. Quand on se prend le raid, donc qui est indiqué ici, je vous montre, je peux monter plus. Ouais. Ça, ce sont les cartes qui vont dire voilà ce qui va se passer. On va avoir à la fin de la manche un raid de braconniers. J'ai pas l'impression de me prendre un raid de braconniers. Parce que, une fois de plus, on est plus mécanique, on est plus technique que
que dans l'histoire, quoi, que dans le ressenti. Donc je n'ai pas de sensation en fait. Très étrange par rapport à d'autres jeux. Dans ce jeu-là, je n'ai pas de sensation liée à ce que je fais. Comme je l'ai dit, j'adore y jouer, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est pas un plaisir, comment dire, euh, c'est un plaisir juste ludique, mathématique, j'ai envie de dire presque, ou stratégique. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre en elle-même. Et pour moi, la qualité de l'œuvre, là, elle est ratée à ce niveau-là. Je devrais ressentir plus. Ce plaisir ludique devrait se retranscrire dans ce que je fais, dans les cartes, dans ce que l'on me propose, dans ce que le jeu me propose. Même dans le système finalement, de poste d'ouvrier et d'enchères. Il y a un système de mécanique très agréable. En fait, c'est ça qui rend le jeu agréable. C'est ce système-là. Il est bien foutu, mais je le trouve pas suffisamment exploité, en fait, pour ce qu'on pourrait en faire. J'ai l'impression que ça mériterait plus. Mais comme il est suffisamment, en termes de sensations, hein, je le disais, stratégique et ludique, une lisibilité sans faille, hein. On voit immédiatement où on en est. Ça, c'est un truc, pour le coup, si on parle on appelle ça. Aidez-moi à me rappeler du mot. D'ergonomie. Merci. Merci le chat. Si on parle d'ergonomie, par exemple, le fait d'avoir donc les troupes sont des petits jetons que l'on a. Et donc, quand on va par exemple sur le 4, on va mettre 4 jetons de la troupe, des troupes, plus notre jeton à nous par-dessus pour qu'on voie à quelle couleur, à quel joueur appartient le groupe qui était allé ici. Ça, c'est typiquement le truc où tu n'as pas réfléchi, tu passerais ton temps à dire « Ah, t'as mis combien de troupes etc. » Non, là, le fait d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout simple. Tu sais exactement combien il y a de troupes, tu ne te poses pas de questions, tu sais combien tu vas en mettre, etc., etc. Donc en termes d'ergonomie, de lisibilité, c'est très chouette, c'est très lisible partout sur le plateau. Si ce n'est le petit détail un peu embêtant, on en avait discuté, c'est Alain qui m'avait fait remarquer ça, et c'est vrai que ça peut être chiant selon où tu es autour de la table de jeu, c'est que le seul endroit qui est moins lisible, ce sont les héros, où pour le coup, comme on le disait, les héros ont une capacité, ont une compétence, donc un bonus pour toi, et des points de victoire en fin de partie, qui sont des sortes d'objectifs à atteindre si tu veux faire les points. Et ça, en fait, tu es obligé de les lire, quoi. Et ça, c'est écrit petit, c'est loin. Voilà. Donc tu es obligé quand même de prendre ce temps-là. Alors moi, ce que je faisais, c'est que, comme c'est moi qui mettais les cartes l'autre soir, par exemple, je lisais les cartes au moment où je les posais, à haute voix pour tout le monde, mais tu vas pas les apprendre par cœur. Donc forcément, quand tu joues, à un moment, tu te poses la question de tiens, si j'allais prendre un héros, ou j'ai besoin d'un héros, quand même que tu ailles voir ce qu'il y a, etc., quoi. Donc, il y a déjà peut-être un petit défaut là. Mais à part ce petit défaut-là, tout le reste est très, en termes d'ergonomie, c'est bien pensé. Le plateau est ce qu'il faut pour qu'il soit suffisamment lisible et clairsemé pour pas qu'il soit trop encombré, trop touffu. De manière générale, les couleurs, les symboles, etc., tout ça aussi. Donc là, on sent quand même l'expertise qui est derrière, hein. C'est Min-Class Game, donc rien à dire là-dessus, si ce n'est ce que je viens déjà d'évoquer. L'autre chose qui peut être problématique, et pour le coup on entre dans une nouvelle dimension. Là ici je vous montre des éléments en même temps comme ça. Ici vous avez les nombres de manches, donc c'est un jeu qui est joué en 5 manches, donc les parties vont durer en moyenne 1 heure. 1 heure et demie si vraiment vous prenez du temps à réfléchir, mais en moins d'1 heure, même à 4, c'est fait. Dans les actions, donc je vous disais, il y a la pose d'ouvrier, il y a la possibilité aussi d'aller récupérer un des 4 jetons, au lieu de poser une troupe, de se placer donc sur les enchères, quoi.
Ça permet quoi? Ça permet d'avoir un petit bonus. Il n'est pas vraiment très intéressant. Peu importe les bonus, en réalité, tu te sers plutôt de ça pour temporiser. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, vaut mieux pas que j'aille me placer tout de suite. Je veux voir ce que va faire l'adversaire. Ou je sais qu'il va jouer là, donc je vais attendre qu'il joue là. Donc tu vas récupérer un écusson, et en dessous, tu vas pouvoir faire une action qui est, par exemple, là, tu seras le premier joueur, par exemple, et tu vas pouvoir rebouger une de tes troupes, ou tu vas pouvoir virer un des deux raids. Donc, ça va permettre de choisir quelle claque on va se prendre, ou si possible, quelle plus grosse claque que toi va se prendre ton adversaire. Là, c'est tu vas gérer les égalités. En fait, il n'y a qu'un seul endroit sur le plateau où il y a les égalités. Et tu vas gagner un équipement. Et enfin, là, tu fais baisser la colère du dragon de 2. Il faut savoir que la fin d'une manche arrive quand ces 4 jetons ont été pris. C'est-à-dire que potentiellement, imaginons, je pousse le curseur au maximum. Si on décide de prendre les 4 jetons dès la première manche, on peut passer à la manche 2 sans avoir posé une seule troupe. Évidemment, ça n'arrivera jamais parce que ça n'a aucun sens stratégique, mais c'est pour expliquer voilà, le fonctionnement. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura toujours qu'un seul raid et jamais 2 raids en même temps. Pour moi, ce fonctionnement-là, on sent très clairement que c'est une sorte de sparadrap. C'est vraiment le truc de comment je peux faire comment je pourrais expliquer ça? Je vais prendre l'exemple de Terra Mystica. Ça pourrait y faire penser dans un sens. Dans un jeu comme Terra Mystica, le premier joueur qui passe, donc parce qu'il veut plus faire d'action ou parce qu'il n'a plus la capacité de faire des actions, passe et attend son tour. C'est-à-dire que tous les autres joueurs, on a un peu ça aussi d'ailleurs avec Terraforming Mars, peut-être plus connu pour les gens qui nous regardent, bah, ça veut dire qu'après, tu attends, tu as du downtime, quoi. Si les autres ont beaucoup d'actions encore à faire, ont beaucoup de compétences, ont beaucoup d'argent, de ressources, etc., bah, ils peuvent jouer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de plus que toi. Bah, toi, soit tu t'es planté, soit tu as décidé de préparer ta prochaine manche. Donc je pense que très clairement, ils ne voulaient pas, ou qu'ils ont fait des tests et que ça ne fonctionnait pas comme ça, ils ne voulaient pas qu'on puisse avoir une fin de manche en différé et ce downtime. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un sparadrap parce que je vous dis, ces petites actions-là, c'est vraiment pas game changer. C'est pas... Et comme on est obligé de les prendre pour mettre fin à la manche, fatalement, quand tu ne veux plus ou quand tu ne peux plus jouer sur tes ouvriers, poser des ouvriers, tes mercenaires, et tu es obligé d'aller là. Ou alors, fais un petit coup de pression pour tes adversaires pour dire hey, je commence à enlever des jetons, donc j'accélère la fin de manche aussi. Ça peut être ça aussi. Ça peut couper l'herbe sous le pied des autres joueurs parce que s'ils ont encore des actions à faire, tu peux mettre fin au truc. Mais réellement, c'est pas aussi stratégique que ça en a l'air. Donc ça fait vraiment truc sparadrap. C'est pas, comment dire, c'est pas élégant, c'est pas agréable. Tu sens que, je sais pas, il y a un côté merde, il fallait faire mieux. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait mieux à trouver. Alors, très certainement qu'ils y ont réfléchi, très certainement que ça a été travaillé. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la paresse ou autre, mais on sent qu'il y a eu un moment où ils se sont dit, pour moi, c'est clairement le côté le cul entre deux chaises. C'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard. Le jeu est vraiment comme ça. Et j'appellerais le cul entre deux chaises. Il est entre l'exigence qu'on veut souhaiter quand on est un joueur qui va jouer à des jeux de la catégorie Min Clash Game, c'est-à-dire avec pas des règles touffues forcément, mais une profondeur stratégique, etc., etc. Et où le côté comme ça, un peu sparadrap, on n'en veut pas, c'est pas agréable.
je disais, il y a beaucoup de cartes partout, l'arrivée des terrains, l'arrivée des héros, l'arrivée des dragons, les raids, tout ça, c'est chaque manche, on en remet. Donc c'est du hasard. Même si, à plein d'endroits, c'est pas du hasard gênant, c'est-à-dire qu'on le subit tous, et que majoritairement, ça ne plombe pas ta stratégie, les raids, pour le coup, peuvent vraiment flinguer ta partie. Pas forcément toute ta partie, mais ça peut faire mal. Et sur les parties que j'ai faites, c'est assez marrant d'un côté parce que ça offre une dynamique complètement différente au jeu. C'est-à-dire que tu as des parties où tu vas avoir pas de problème à récupérer tes dragons, à faire des choses, et d'autres parties où, nous, ça nous est arrivé par exemple l'autre soir, on s'est fait défoncer manche sur manche tous nos personnages, nos recrues, comment je disais, les mercenaires spécialisés là. Et là, il y a des fois, tu regardes et tu fais, tiens, moi, pour si les raids, ça me touche pas. Donc du coup, tu peux faire ta manche tranquille, tu peux faire ta stratégie. Là où l'adversaire, lui, peut-être qu'il y a un des deux raids ou les deux raids qui vont le percuter. Et du coup, il va devoir soit sacrifier un tour d'action pour une action qui est entre guillemets nulle, de virer un des deux raids, ou faire quelque chose sur le plateau, une contrainte, en disant merde, ce tour-ci, ça va cibler les dragons rouges par exemple. Je voulais prendre des dragons rouges parce que je voulais les lier avec mes héros rouges ou les terrains qui sont les volcans, les trucs comme ça. Sauf que là, si je fais ça, je me prends une dérouillée par le raid et en fait, moi je vais être boiteux pour la manche suivante, quoi. Donc, il y a un côté de... Pour un jeu de ce calibre, je pense que tu as envie, le hasard que ça procure, c'est pas gênant. Il y a beaucoup de joueurs pour qui ce hasard-là ne sera pas ressenti comme une frustration négative. Mais pour des joueurs qui pourraient jouer à ce jeu et qui sont peut-être, je ne sais pas si on peut dire plus exigeants, mais qui sont plus habitués aux min-clash games habituels, ce hasard-là, en fait, est très négatif. C'est une frustration négative. C'est-à-dire que tu as envie de construire ton jeu, un jeu où tu développes, en fait, tu développes ton dragon, tu développes tes héros, et les dragons que tu récupères, etc. Ça, je ne l'ai pas expliqué, mais là, par exemple, tu as les cartes de garnison qui te permettent juste de faire des points de victoire, mais qui sont liés et de faire évoluer ton dragon aussi. Donc, il suffit juste d'avoir des prérequis. Donc, il y a tout ce système de... On monte en puissance. Alors, c'est pas une puissance, t'es pas de plus en plus fort, mais c'est juste que tu vas pouvoir faire un peu plus ce que tu veux en fonction de là où tu t'es orienté. Si tu te spécialises, tu vas pouvoir avoir accès plus ou moins facilement à certains quartiers. Mais ce hasard, voilà, il vient contrebalancer ça, quoi. Et je trouve ça dommage dans un jeu de stratégie où c'est juste le hasard qui vient, bim, te mettre une fessée déculottée. On retrouve, prenez l'exemple l'autre soir en discutant, mais je disais, c'est la même chose que dans Orléans. C'est les événements, quoi. Dans Orléans, t'as le moment où tu tires le mauvais l'événement qui vient te piquer. Bon, quand ça te pique à toi, c'est pas bon, quoi. T'as envie que ça pique tout le monde pareil. Donc ouais, et ça pareil, donc pour moi, c'est pour ça que je reste bien sur cette partie-là. Je trouve que c'est cette partie-là qui est mal développée, qui a un truc qui fait sparadrap pour moi, qui vient gâcher ce qu'aurait pu être le jeu. Mais une fois de plus, ça reste un jeu, un bon jeu. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu. Je suis juste en train de dire qu'il manque de développement. Il manque que le sparadrap qu'ils ont utilisé n'est pas satisfaisant par rapport à qui ils sont, qu'ils ont produit par le passé, parce qu'ils ont édité. Je comprends que là, on est sur un jeu, typiquement, qui n'est pas une envie de faire un jeu.
comme on pouvait l'avoir par le passé. Si je prends Anachronie, c'est parce qu'ils étaient fans des bouquins, etc., puisque ça vient inspiré d'un univers d'un grand auteur polonais, j'ai oublié le nom, mais voilà, d'une série de bouquins de SF, si je dis pas de conneries. Enfin, il y avait une envie derrière, Tricarion, enfin, sur Cerebria, etc. À chaque fois, il y avait une envie créatrice derrière, une envie collective, hein, puisqu'il y avait tout le studio, etc., qu'on ne ressent pas. Et en fait, c'est ça qui ressort du jeu. On ne ressent pas cette envie créatrice. On est sur un produit. Pour moi, c'est ça. J'ai joué à un jeu qui a été pensé comme un produit pour être vendu, mais dans le sens pensé pour une cible. Là, si je traduirais dans ce que le monde ludique appelle les jeux maintenant initiés, on est là-dessus. C'est-à-dire que, ah ok, les gros jeux, les jeux de gestion un peu complexes, un peu longs, etc. C'est plus dans l'air du temps où ça se vend moins. Donc on va cibler ces jeux de moins d'une heure ou d'une heure, mettre en place rapidement, qui sont tout ce que je vous dis là, voilà, c'est des mots de marketing, quoi. Mise en place rapide, donc enlever les freins, pas de downtime, pas de temps d'attente entre joueurs, enlever les freins, un peu de hasard pour les joueurs parce que bah, ça demande moins de réglages, etc. Enlever les freins, etc., etc. J'ai plus l'impression de ça, que ça a été réfléchi comme ça. Voilà. Alors peut-être que c'est exactement ce qu'il voulait faire, et tant mieux, mais c'est dommage. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, ou de ce qu'il pourrait être. Malgré tout, ça reste un bon jeu, ça reste des bonnes sensations sur tout ce qui est la partie core gamer, sur toute la partie core du jeu, c'est-à-dire la gestion de ses mercenaires, le placement de ses troupes sur les différents lieux, et la manière dont on va récupérer les dragons, les héros, etc. Mais c'est insuffisant et c'est pas assez immersif pour ça. Donc on est pris dans la technique, les mathématiques, le scoring, mais on n'est pas emporté par l'univers, même en termes de DA. Alors attention, hein, c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas ça que je dis ça, mais même la DA n'est pas ne nous invite pas à l'immersion, ne nous invite pas à plus nous investir dans le jeu. Je trouve ça dommage. Donc c'est une déception quand même, dans tout ce que je viens de dire. N'empêche que je continue à y jouer, je continuerai à y jouer, évidemment. Ça me fait toujours plaisir de le proposer, de refaire des parties. En plus, je ne fais que perdre, je suis d'une nullité sans nom à ce jeu. Donc ça me plaît toujours d'y jouer en me disant peut-être qu'un jour. Ah non, c'est le hasard qui me fait perdre. Bon, bref. Mais voilà, ouais, c'est la déception de cette fin d'année quand même, pour un jeu mini Clash Game. Dommage, j'espère vraiment. Alors, peut-être que c'est une déception que pour moi, hein. Peut-être qu'il n'y a que moi qui ai analysé ça comme ça, qui pense que cette partie-là, elle est vraiment sparadrap-esque. Elle est là pour gommer des petits défauts, mais pas de manière élégante, pas de manière satisfaisante en tant que joueur. Pour un jeu de stratégie, on le rappelle, hein, c'est un jeu de stratégie. Donc on attend ça en fait. On n'attend pas que notre stratégie soit bouleversée juste parce qu'on n'a pas la bonne carte qui tombe ce tour-là, quoi. Pareil, si tu as besoin d'un dragon vert et que ce tour-ci, il n'y a que des dragons rouges de disponibles, merci patron, quoi. Qu'est-ce qu'on fait du coup tout ce que j'ai mis en place et qu'il y a, si juste la pioche. Alors, je dis ça, mais grosso merdo, il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu, ce qui fait que tout passe plus ou moins. Donc, il n'y a pas vraiment ce côté où tu pourrais être bloqué à cause de ça.
Mais le fait que selon dans quel ordre ça va sortir, selon tout ça, t'as quand même un côté de bah oui, mais peut-être ça va pas matcher au bon moment. Typiquement, si tu peux pas lier le bon personnage avec le bon dragon parce qu'il a un pouvoir intéressant, et que ça arrive par exemple en fin de partie, bah, y a des pouvoirs qui sont intéressants quand ça sort en début de partie. En fin de partie, ça n'a plus de sens de le prendre. Donc parfois, tu prends juste par défaut parce que bah, ça va te faire quelques points, parce que tu as la condition qui fait que. Donc voilà, ça c'est la problématique du hasard. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il y avait moyen de vraiment changer ce passage-là, de trouver des solutions, parce que le core, une fois de plus, hein, la mécanique principale, ce que j'appelle le core game, est pour le coup très très bien, très bien réalisé. Il y a une manière de le réfléchir, de l'avoir mis en place. Ça donne envie de le réexploiter. Hein. Moi, franchement, ça pour le coup, je prends beaucoup de plaisir là-dessus. Je suis content de voir ça. Je suis toujours content de voir qu'il y a toujours des manières de faire de la poste d'ouvrier sans faire de la poste d'ouvrier traditionnelle. Donc, oui. C'était mon avis sur Dragonnier, comme ça, un avis rapide, hein, pas non plus fouillé. Et puis pour finir, hop, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Il y a eu la vidéo, ça date, hein, parce que vous le savez, nous, des fois, comme on voulait le faire en 2 heures, les vidéos, voilà, je fais 2h30 en 2 heures. Des fois, on n'a pas le temps de tout mettre ce qu'on avait prévu, donc on décale toujours d'une semaine à l'autre. Donc voilà, il y avait eu la vidéo sur la chaîne de Nyx, je l'ai mis en lien en description, sur lequel il avait invité Nils de chaîne Jeux en carton et aussi Jeux en cravate. Il manquait plus que Jeux en coton, et on y était. Et donc ils discutent, voilà, c'est plutôt une discussion entre youtubeurs de plein de sujets liés à YouTube et au monde du jeu. Donc il y a des choses assez intéressantes. Moi j'ai écouté, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait pas mal de sujets abordés. Alors, un peu frustré par moments parce que soit ça va pas plus profond que ça le devrait, ou que j'aurais envie, on va dire ça plutôt comme ça. Il y a pas mal de répétitions aussi, donc même si ça a été préparé, il y a un peu ce côté-là. Et puis bon, peut-on dire du mal des jeux? On a besoin d'aborder encore ce sujet. Voilà. Mais sinon, pour le reste, il y a quand même des passages très intéressants, et voilà. Donc je vous invite à aller voir ça. Et je vous ai aussi mis, hop, une émission qui était passée donc sur le groupe Énergie avec donc le Super Show Énergie. Pareil, je crois que ça dure 30 minutes, un truc comme ça, je sais plus. Ou peut-être 1 heure, je sais plus. Non, 30 minutes. Pareil, très intéressant, où on a plusieurs intervenants. On a... hop, et de vous montrer, voilà, comment la tendance culte réinvente le jeu, la stratégie des marques, etc. Je vous invite à écouter ça. Alors, moi, j'ai trouvé que la première partie était beaucoup plus intéressante que la suite, mais pour avoir enfin des gens qui discutent du secteur du jeu, du jouet aussi bien côté marketing que côté sociaux, etc. Donc voilà, c'est stratégie, etc. Et comme c'est pas souvent, et que voilà, j'aime bien ça. Donc voilà, je vous ai partagé ça. Mesdames, messieurs, c'était très long, beaucoup de tunnels. J'espère que on arrivera à en tirer quelque chose en replay. On se retrouve prochainement pour une nouvelle, ce qu'il ne fallait pas louper.